Bonjour, alors une partie, Olivier Guichardas des Chiens Fous, une partie de ce que je voulais dire a déjà été dit, je ne vais pas m'étendre, je vais essayer un peu de recontextualiser les choses, brièvement, comme ça on gagnera du temps. Début des années 2000, ça a été dit par monsieur Arandillet, on a assisté à une sorte de ruée sur le TNB, parce qu'à l'époque l'incinération était décriée à cause des affaires de la dioxine, J sur Isère, le pénil, etc. Et parallèlement, la décharge était aussi condamnée, du moins en tant que mode de traitement principal. Donc il ne restait que le TNB, les collectivités qui n'avaient pas d'installation de traitement se sont tournées vers le TNB à un endroit en disant bah, c'est la solution. Et puis progressivement sont apparues des critiques sur le procédé, notamment concernant la qualité des composts, parfois critiques justifiées, parfois un peu exagérées. Ensuite est arrivée la révision de la norme NFU 44051, on a pu imaginer que ça pouvait constituer un nouveau souffle pour les TNB parce que ça sécurisait la filière. Mais en fait, les critiques ont repris, menées notamment, j'asticote une des participantes de la réunion, menée notamment par France Nature Environnement et par le CNID qui s'appelle maintenant Zéro Waste. Et sur le thème, voilà, la norme autorise le dépôt de X kilos de plastique à l'hectare ou de X kilos de verre, etc. Il y avait une part de mauvaise foi dans ces critiques, c'est qu'en général, les gens qui disaient ça prenaient les seuils maximums de la norme, comme certains le font d'ailleurs sur l'incinération, hein, mais vous vous rendez compte, ça permet de diffuser tant de polluants. C'est vrai, mais n'empêche que la réalité est souvent inférieure. Voilà, puis en plus il y avait une part de mauvaise foi dans ces critiques, c'est que le but de cette opération un peu dogmatique, idéologique, qui a déjà été évoquée, c'était d'opposer de façon très tranchée biodéchets et TNB. Or bon, les biodéchets collectés sélectivement, j'en parlais tout à l'heure dans le cas avec un exploitant, ils sont aussi pas exempts d'impuretés, ils peuvent contenir des plastiques, donc la séparation très nette que certains voudraient faire est assez artificielle. Bon, toujours est-il que ces critiques ont tellement bien porté qu'elles ont réussi à convaincre un petit noyau de décideurs, entre guillemets, qu'il fallait interdire le TNB. Et donc on est arrivé à cette loi royale qui dit en substance que la généralisation du tri à la source des biodéchets rend non pertinent le TNB, et TNB dont la création de nouvelles unités doit être, je cite, évitée. Il y a une bonne part de, je pense, c'est un avis qui n'engage que moi, de mauvaise foi ou d'incompétence dans ces dispositions-là. J'en ai parlé en plus il n'y a pas très longtemps avec un des décideurs dont je parlais tout à l'heure, qui découvrait dans la conversation que j'avais avec lui qu'une collecte sélective de biodéchets, ça ne capte pas tous les biodéchets, ça ne capte pas toute la fraction fermentescible contenue dans les ordures ménagères. Dans la conversation, au téléphone, il met un blanc, il avait l'air de découvrir quelque chose, c'est un peu gênant. Bon. Alors, la loi parle d'une part de généralisation du tri à la source des biodéchets en 2025. Elle ne résout pas la question de comment, avec quels moyens. Selon Amorce, si ce tri à la source se traduit par une collecte séparée des biodéchets, ça générerait un surcoût pour les collectivités évalué autour de 1 milliard d'euros. Il faut bien le financer. La loi dit que le TNB serait non pertinent. Dire ça, c'est supposer que, comme je l'évoquais à l'instant, le tri à la source capte toute la fraction fermentescible. Or, on sait que c'est faux. En France, par exemple, dans une étude à paraître début 2018, une étude de l'ADEME, l'étude dit que, en gros, c'est la moitié de la fraction fermentescible qui est captée, ce qui veut dire que l'autre moitié reste dans des ordures ménagères résiduelles. Donc, il faut bien en faire quelque chose de cette fraction-là. Si elle n'est pas captée, ben, elle finit soit en décharge, soit en incinération. En décharge, ça génère du biogaz, bon, la totalité n'est pas captée, donc avec des impacts en termes d'effet de serre, et puis en incinération, ben, ça revient, comme le disent à bon droit certaines associations, ça revient à brûler de l'eau, parce que les biodéchets sont quand même constitués principalement d'eau. Non pertinent. Dans le cas du SMTD 65, le syndicat des Hautes-Pyrénées,
la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a donc confirmé l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant l'installation. Cette décision, ça aboutit à ce que actuellement les EMR sont intégralement mises en installation de stockage, donc en décharge, elles vont continuer à aller en installation de stockage. Donc, en fait, la solution qui était envisagée par le SMTD était une solution qui objectivement allait dans le sens des objectifs fixés par la loi de transition énergétique, à savoir plus de valorisation matière et plus de valorisation énergétique. Et la décision prise par la Cour administrative d'appel sur la base de cette loi fait l'inverse, ce qui n'est pas très malin quand même. Voilà. Mais alors, là-dessus, je me permets d'apporter une note d'espoir, justement sur la portée de la loi. Note d'espoir qui m'est venue sous la forme d'un échange avec un avocat, et depuis j'ai vu un autre élément un tweet d'un autre avocat. Twitter peut parfois être utile. La question fondamentale, c'est quelle est la portée de la loi. Et cet avocat, je vais citer son nom tant qu'à faire, Blaise Egli-Richters, du cabinet Sartorio, me disait, parce que lui il défend un syndicat en Ille-et-Vilaine, qui aussi a confronté à une demande d'annulation de son arrêté préfectoral. Il me disait, mais les dispositions de la loi royale concernant le TNB et les biodéchets sont des dispositions qui ont toute la forme d'une loi de programmation. Et, me dit-il, je ne suis pas juriste, je lui fais pleinement confiance, les dispositions d'une loi de programmation n'ont pas de portée normative. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État assez bien établie là-dessus, et donc théoriquement, un tribunal ou une cour administrative d'appel ne peut pas s'appuyer là-dessus pour contraindre une collectivité à ne pas faire quelque chose. Voilà. Et donc je pense que ça peut être un des moyens de contrer ces dispositions un peu tordues, un peu ambiguës, pas très claires de la loi royale. Voilà, je pense qu'il faut... ça peut être c'est une piste, disons. Et puis par ailleurs, je finirai là-dessus, il reste un problème majeur, c'est que la loi royale dit qu'il faut éviter de faire du TNB, mais n'a pas défini ce que c'est qu'un TNB. Et alors du coup, certaines collectivités se livrent à un concours de terminologie. Donc il y a le TVME d'Hénin-Beaumont, Trivalorisation Matière-Énergie. Les Corses ils sont bien embêtés parce qu'ils ont dit un nom catégorique à l'incinération, puis ils ont des décharges qui sont totalement saturées, ils n'arrivent pas à trouver de site parce que c'est très compliqué en Corse pour trouver des sites d'enfouissement. Alors les Corses s'apprêtent à faire du surtri. C'est du TNB, mais ça ne s'appellera pas du TNB. Voilà, moi je propose, pourquoi pas, de triméthanisation compostage. Hein, il suffit de changer une lettre, ça fait TMC au lieu de TNB. On peut continuer le concours comme ça, mais enfin bon, voilà, ce qui prouve bien la difficulté de cette loi et son côté un peu scélérat, disons. Voilà, et puis ces questions d'appellation aussi, ça montre aussi qu'il y a une grande variété de TNB. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'en arrête là.